Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, vous qui nous suivez depuis Atakpamé, Lomé, Saint-Cassé et bien d'autres endroits à travers notre page Facebook, la page Facebook de la télévision deuxième bien évidemment, nous vous disons bonsoir et espérons que vous tous qui nous suivez avez passé une excellente semaine. Nous sommes dans la deuxième semaine du mois d'août, le 8e mois de l'année 2022. Comme à l'accoutumée, j'ai l'habitude de dire, nous tendons progressivement vers la fin de cette année et je ne cesserai de le répéter, que Dieu puisse nous permettre d'accomplir tous nos objectifs que nous nous sommes fixés au cours de cette année afin que nous puissions nous en fixer de nouveau dans l'année 2023. Nous ne pouvons que demander la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir nos objectifs. J'espère que depuis la position où vous vous trouvez actuellement, chacun d'entre vous a eu le temps de dire Amen, que cela puisse se réaliser. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler des sujets dédiés, liés et axés sur la jeunesse. Et l'une des préoccupations de ces derniers temps des jeunes, c'est de constater très souvent dans les coins de rue de Lomé des enfants qui errent, des enfants qui très souvent s'adonnent à la mendicité. Ces enfants qui ont parfois leurs parents bien vivants, leurs parents en fonction, mais nous ne comprenons pas pourquoi ces enfants sont sans surveillance dans les coins de rue de Lomé, axés ou en train de faire de la mendicité. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des enfants de rue au Togo. Quelles sont les dispositions légales qui ont été prises par la loi? Pourquoi est-ce que ces dispositions-là manquent d'applicabilité? Et quelles sont les responsabilités que l'on pourrait dégager? Nous avons des invités qui s'y connaissent en la matière avec lesquels nous aurons à discuter sur ce sujet. Mais comme d'habitude, nous allons consacrer la première partie à l'actualité de la semaine. Et l'une des actualités qui tourne en boucle dans notre pays, c'est la vie chère. Chaque semaine avec sa vie chère. Et nous avons également la vie chère de cette semaine. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons en tout cas invité spécialement un ami, un jeune. Je ne veux pas dire qu'il est spécialiste de la vie chère, mais qui s'y connaît en tout cas sur ces questions-là. C'est un juriste qui travaille sur des questions environnementales. Donc, qui dit environnement, dit volet socio-économique. Donc, il est avec nous. Il va se présenter lui-même, nous dire toutes les casquettes qu'il porte, parce que je ne vais pas écorcher ni son nom, ni les différentes responsabilités qu'il joue au sein de sa communauté. Monsieur Léman, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eden. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur le plateau de Parole aux Jeunes afin d'échanger avec vous sur l'actualité. Merci. Je suis aussi heureux d'être invité ici et c'est pour moi toujours un plaisir de passer sur la télévision deuxième pour donner notre apport à la construction de notre cité, notre patrie. Merci beaucoup, monsieur Léman. Valentin, l'homme incontournable. Aujourd'hui, tu es en tout blanc. C'est un dimanche saint, on dirait. C'est ma couleur préférée, la couleur blanche. Et bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous nos filles, à nos amis, spécialement à tous ces amis-là qui aiment chaque jour être sportifs. Avec eux, aujourd'hui, c'est le week-end. Ils devraient passer dans les coins pour s'enjailler, mais ils ont préféré nous suivre parce qu'ils savent bien que nous allons apporter quelque chose de spécial chaque jour, chaque dimanche dans l'émission Parole aux Jeunes. C'est le pourquoi je n'hésite pas de l'appeler Carrefour du donner et du recevoir. Alors, attachez bien vos ceintures. Nous sommes encore là pour les 55 bonnes minutes que nous allons passer ensemble. Je ne serai pas déçu. L'équipe est là et dès ma côté, je pense que le train en marche. Et si vous venez de prendre le train en marche, alors portez-vous bien, attachez bien vos ceintures. Et puis, c'est parti pour quelques minutes. Super, c'est parti pour quelques minutes. La vie est très chère au Togo. Tout le monde ne fait que crier, tout le monde ne fait que parler de ça. On n'en peut plus. Tantôt c'est le maïs, après c'est le carburant, après c'est le gaz. Et dans tout ça, il y a parfois, je ne sais pas, des fake news qui circulent aussi. Entre-temps, on a aussi appris que le carburant est passé de 700 à 825, mais après cela a été démenti. Donc, la vie est vraiment chère. L'huile aussi qui a augmenté. Monsieur Léman, vous qui êtes vraiment engagé au sein de votre communauté, comment concevez-vous cette situation actuelle que nous traversons? Oui, et la vie chère au pays, c'est une chose qu'on ne peut que constater.
Et ça s'aggrave de jour en jour. Donc, d'entrée, je dirais d'abord que ça se remarque au niveau de la couche qui est moins aisée. Si je dis moins aisée, c'est ceux qui ont déjà un revenu à la fin du mois. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables des fois de gérer certaines situations données. Et maintenant, la situation est très alarmante au niveau des couches qui n'ont pas de revenus comme ça. Et dans notre pays, vraiment, c'est une situation déplorable. C'est une situation que nous vivons, mais qui n'est pas la bienheureuse. Et je vais vraiment solliciter à tous ceux qui nous écoutent cette soirée de veiller à ce que cette situation puisse changer. Donc, c'est les quelques mots que j'ai d'abord à dire par rapport à la situation. C'est une réalité dans notre pays. C'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Léman, pour avoir soulevé cet aspect-là de la question qui est vraiment très très importante. Alors, en ce qui vous concerne personnellement, qu'est-ce qui peut justifier cette flambée des prix? C'est vrai qu'on a évoqué entre-temps la Covid-19, ça c'est normal, on a compris, il y a eu la fermeture des frontières, donc les prix, il y a un certain nombre de prix qui se faisaient rares, donc les gens en ont profité pour spéculer, même sur des biens qui sont souvent vitaux pour nos populations. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, même si certaines personnes l'appellent opération spéciale, notamment Vladimir Poutine, bon, on ne va pas rentrer sur le sujet politique. Il y a également eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que cette guerre-là puisse avoir un impact direct sur le quotidien des Togolais? Nous voyons un peu la distance. L'Ukraine, c'est quelque part ici. Le Togo est tellement bas et on sent quand même les répercussions. Évidemment, cette situation devrait avoir des répercussions sur les pays du tiers-monde, comme l'Occident nous l'appelle, parce que nous ne sommes que des consommateurs. On ne produit pas. Dès lors qu'on ne produit pas, lorsqu'il y a une situation qui tourne mal, ceux qui consomment, ce sont eux qui paient. Et comme nous consommons beaucoup de l'extérieur, cette situation devrait véritablement agir sur la population africaine, en particulier sur notre pays, le Togo. Et évidemment, il faut relever aussi que la situation de la cherté de la vie au pays est une situation qui a ses origines aussi au pays. Aujourd'hui, nous voyons que tant de productions sont réalisées, mais cette production est réalisée au fin de rechercher une économie. Ce n'est pas pour satisfaire le besoin qui est là. Alors que dans un pays, il faut d'abord satisfaire à la population, donner une satisfaction sur le plan alimentaire, surtout sur le plan alimentaire à la population, mais tous les cultivateurs qui font leur champ, ils ont toujours une arrière-pensée de après vendre leur culture et de gagner de l'argent. Dans ce cas, c'est un élément aussi qui fragilise et qui entraîne plus dans la cherté de la vie, puisqu'au moment où les gens ont besoin d'acheter, les gens font des stocks. Ils ne vendent pas. Ils attendent que la demande soit plus conséquente que l'offre et en ce moment, on va spéculer comme tu l'avais dit. Et je vais revenir pour dire, vous avez dit au début que nous sommes dans le domaine de l'environnement. Évidemment, c'est quand un domaine de la vie est touché, surtout dans le domaine on prend l'exemple du domaine des finances. Si les finances sont touchées, c'est que les gens ne vont pas bien manger. Ça c'est clair. Donc je vais d'abord m'arrêter ici. Oui, voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la réalité. On n'invente rien. De tous nous savons que
tout le monde est touché, que tu sois enfant, que tu sois vieux ou vieillard, la situation ça va de mal en pire. Économiquement parlant, ça ne va pas dans le pays. Alimentairement aussi, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, et ne serait-ce le samedi, l'huile était à 34 500 francs. L'huile qu'on achetait auparavant, l'huile de 25 litres qu'on achetait auparavant, 18 000, 15 000. Aujourd'hui, c'est à 34 500. Et écoutez bien que tu peux avoir les 34 500, même tu ne vas pas trouver l'huile là sur le marché. Il faut supplier, il faut demander pardon, il faut aller faire des négociations sur négociations avant qu'on ne te livre la chose là. Que toi-même tu possèdes l'argent. Hein. Vous voyez là où nous arrivons, vous voyez là où on va actuellement. Tu as l'argent, mais on n'a qu'à te vendre aussi la chose, c'est devenu problème. On va te dire qu'il n'y a pas. C'est sur des négociations. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans l'huile? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans l'huile? Tu veux manger les restaurants, les bars, les hôtels et tout ça là, même les bonnes dames qui nous sauvent des fois avec Aïmolou et que nous arrivons à acheter 100 francs et pour sauver la situation, elles ne peuvent plus nous vendre Aïmolou 100 francs parce qu'elles achètent le riz à 34 500 et vous voyez aujourd'hui le riz aussi a augmenté. Quand on appelle certains riz, le riz qu'on prend pour faire préparer Aïmolou, aujourd'hui 18 500. Quand on achetait auparavant 16 000, le riz blanc est monté à 16 500, 17 000. Vous voyez que ça nous touche énormément. Ça fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir apprendre ou bien pour pouvoir suivre une formation, il faut manger d'abord. Non seulement on n'arrive pas à manger, et pour se déplacer aussi c'est un problème. Il va falloir que les dirigeants, nos gouvernants arrivent à voir cette situation. Chaque fois, ils nous interpellent qu'il y a du travail, il ne faudrait pas qu'on se déplace, il ne faudrait pas qu'on pense à l'Occident. Mais si tu es chez soi, tu n'arrives pas à bien manger et quelqu'un te propose quelque chose ailleurs, même si tu ne connais pas l'endroit, tu ne sais pas où tu vas et que la personne te dit, bon, arriver là-bas, c'est mieux qu'ici. Bon, tu es tenté de partir parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on voit les dirigeants, les décideurs. Ils sont au courant de la chose. Et ce qui fait mal, c'est que si la situation est actuellement comme ça, les riches deviennent plus riches et que les pauvres s'engouffrent. C'est ce qui fait mal. Parce qu'ils ont de l'argent, ils vont aller acheter et venir encore vous revendre. Vous qui êtes au bas de l'échelle encore cher. Et on n'a pas de moyens pour acheter. Les gens meurent de faim. Alors, les dirigeants, on vous lance l'appel là, nos doléances à ce que vous voyez les choses. Avant, on nous disait que c'est la crise Covid-19. Aujourd'hui, Dieu merci qu'il y a l'ouverture des frontières, que ce soit aérienne ou terrestre, il y a l'ouverture. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend absolument rien. On ne comprend absolument rien. C'est la crise, on parle de la crise de l'Ukraine. L'Ukraine qui est quelque part va faire que aujourd'hui, moi, que toi qui es au Togo ici, nous allons subir les mêmes conséquences que ceux qui sont en Ukraine maintenant. Ceux qui sont en Ukraine maintenant, ils vont mourir tous. Donc, il faut que les décideurs revoient la situation parce que Vata Paris n'a point de règle. Voilà, nous avons un ami qui nous écrit. Je rappelle que vous pouvez aussi participer à l'émission, poser vos questions ou nous envoyer vos commentaires via le numéro qui défile au bas de l'écran. Vous pouvez écrire sur GSM ou également sur WhatsApp pour partager vos avis avec nous. Il y a un téléspectateur qui voudrait poser une question à M. Léman. Vous qui êtes spécialisé sur ce genre de sujet, dites-nous ce que l'État peut faire concrètement au-delà des effets de com que l'État a l'habitude de faire. Qu'est-ce que l'État peut faire de concret pour alléger la situation du Togolais? Pour cette question, d'abord je remercie ce téléspectateur qui a trouvé, Monsieur Emile, qui a trouvé l'intérêt de nous poser cette question. L'État peut faire. L'État peut faire. Ah, c'est bon. D'abord, en premier, parce que on n'est pas sur ce territoire ex nihilo, on est dans un cadre. Donc l'État a le pouvoir. Comme mon confrère venait de dire, c'est l'État qui détermine les prix. C'est l'État qui détermine un certain nombre d'éléments dans la conduite, dans la vie sociale, dans la vie. Donc l'État peut revoir les prix. Et c'est comme mon confrère avait dit, il faut qu'on lance l'appel au gouvernement de revoir les prix. Mais
aussi, il faut qu'on revoie aussi la paye au Togo. C'est aussi l'élément phare de cette cherté de la vie. Les gens travaillent, mais ce qu'ils gagnent, en fin de compte, il fait la routine. On dit, on tourne en circuit, c'est une façon de dire. On tourne en rond, on ne bouge pas. Justement. On tourne, la personne fait des mouvements, à la fin de la semaine, il gagne de l'argent, mais quand il fait la situation économique qu'il a, il voit que toute la somme qu'il avait gagnée, cette somme n'a servi qu'à faire ses déplacements seulement. Donc, cela voudrait dire que si on ne change pas au niveau du SMIC, la situation ne peut pas s'améliorer. On peut ramener même, comment dit-on, les prix des denrées un peu moins, mais le seul fait que il y a une grande population qui attend d'être, comment dit-on, et qui attend à satisfaire leurs besoins, ça va toujours perdurer. Je prends un exemple palpable dans le domaine du foncier, c'est ce qu'on remarque. L'État a mis des cadres, mais est-ce que ces cadres sont respectés? Parce que on n'a pas bien défini certains jours, ou parce que les gens sont laissés pour compte, si je peux le dire ainsi. Et j'appelle aux décideurs de revoir. Ce sont eux qui peuvent nous sortir de cette situation. Véritablement, surtout le ministère de l'économie, qui sait comment on prévoit une année budgétaire. Donc tout ça là est mis dans, comment dit-on, dans la situation de l'évolution ou bien du développement du pays. On fait les situations, le budget en tenant compte des évidences, en tenant compte des réalités. C'est justement. Donc, voilà un peu. Oui. J'espère que notre fidèle téléspectateur a été satisfait de cette réponse limpide, lucide, claire que M. Léman Kolani a eu à lui donner. Je voudrais très sincèrement remercier M. Léman pour avoir accepté de partager ce bon moment avec nous sur ce sujet très important. Nous allons, pour vous remercier, vous permettre de déguster avec nous une très belle vidéo. D'accord? Une très belle vidéo. C'est une surprise, je ne vais pas donner le titre. Vous allez découvrir la vidéo tout à l'heure avec la complicité de la régie. Et nous revenons juste après. Nous allons, vous allez, voilà. DJ Ellis. Nyabo trivial clean abo le pa mi la he. Ole vest ne que mi wona pa na mi bara he. Nyabo trivial clean abo le pa mi la he. E san ku ke li ole jina mi be mi manusio la he. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire Nenya gonfire. Ole qui envie, ole zo mena mimi le klengbe, non le zo mena mimi la gbonje, la note mena mimi abe sincère, et le wata, et ya cause, ave se nami oji la wahwa, mi le pardon de la nyebe, ma ule nami onji nya komo, nyo famvi ma ule yami, nyo le so envie, bobo to le konji ya mia wenam, na me do le CV mia wenam, on tente le couple o la komi le meso, on me fo na video nyo le me, o wa tu possible na be machi, pele to me zelo no mateki, o la sera li akwa achi nina nya fo vide na kaya vide nya nuzota gbogbo de ne nya mu vide ma ule ira mi o mo komio mimbale wo jine kusa komio ne mi bonbon exemple anu kenta mesa me jila di mio amaluwe up ne kushadi ya bitch Nyabo trivial clean abo le pa mi la he. Ole vest ne que mi wona pa na mi bara he. Nyabo trivial clean abo le pa mi la he. E san ku ke li ole jina mi be mi manusio la he. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire peperide peperide. Mi nane nya gonfire Nenya gonfire. Ole jila nya fike
fike miso, wa miebe mwa mi wato. Nebo no fike mito, wa lovya matomu sode. Ole tilanya fike miso, fike mito, geme mi fon si te joke kaka mi vato. Nuke mi bo, nuke mi se, nuke mi wo, ekbe me ade mi va blow. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, hey. Me da for the party na me, me da for the party na me. Dem ya inko, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, hey. Me da for the party na me, me da for the party na me. Dem ya inko, diri ro ro ra 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 ra. Dem uji pa mya hwe ra ra. Ro bagbe chon la ji la ra. Ame si ame la duwe ra ra. Diri ro ro ra 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 ra. Dem uji pa mya hwe ra ra. Ro bagbe chon la ji la ra. Ame si ame la duwe ra ra. You already know what it is. Shit. Yo, hey, ya mama va here. We standing, nigga. Ya be swelling, ya back me am le possible. You already know. Plateau de l'émission Parole aux jeunes sur la télévision deuxième. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc je rappelle que vous pouvez nous suivre directement sur la page Facebook de la télévision deuxième. Vous n'avez qu'à taper TV2 Togo et vous pouvez suivre l'émission, partager vos avis, poser vos questions avec nous pour enrichir le débat, parce que c'est un sujet très important que nous allons à présent, sur lequel nous allons à présent discuter. Comme nous l'avons annoncé à l'entame de l'émission, nous sommes partis d'un constat en tout cas alarmant, un constat triste. Il y a une panoplie de jeunes enfants qui errent ces derniers temps dans les rues de nous. En tout cas, c'est un phénomène qui existait depuis, mais cela devient de plus en plus recrudescent et nous voudrons vraiment en parler. La situation des enfants de rue au Togo. Quelles sont les responsabilités qu'il faut situer? Quel est le rôle de l'État? Parce qu'avant tout, ces enfants ont des parents. Quelle est la responsabilité des parents? Quelle est la responsabilité de l'État? Et nous, qui sommes peut-être des leaders d'opinion ou encore organisations de la société civile, quel rôle pourrons-nous également jouer? C'est pour cela que nous avons invité pour débattre de ce sujet deux jeunes qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont experts en la matière, mais en tout cas qui travaillent sur le sujet, qui vont partager leurs avis avec nous, qui vont partager leurs expériences avec nous, pour voir dans quelle mesure l'on pourrait améliorer un tant soit peu la situation des enfants de rue dans notre pays. Alors nous sommes avec monsieur Kodjovi Amenoudo. Je rappelle qu'il est juriste, donc c'est eux qui font la loi au centre jury sociaux, et à Randy Hardy. Monsieur Amenoudo, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment vous allez? Je peux dire que je vais bien. D'accord, très bien. Merci pour l'invitation. D'accord, c'est un plaisir pour nous de vous revoir encore sur le plateau de C'est un plaisir de partager et je tiens à vous remercier. Super. Nous sommes également avec une charmante dame, Pélagie Amédée Tognon. Elle est technicienne en travail social. Et je suis curieux de savoir ce que ça veut dire. Technicien en travail social, c'est tout simplement, comme on le dit, des travailleurs sociaux, des gens qui sont sur le terrain en train de travailler, voilà. Donc vous pouvez nous aider par exemple. Parce que moi je trouve beaucoup. Vous aidez aussi en donnant de l'argent et tout ça? Non. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver dans l'émission Parole aux jeunes pour discuter de cette question très importante. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons aller au fond du sujet pour comprendre mieux de quoi il s'agit concrètement. Mais avant, nous devons comprendre un certain nombre de notions qui nous permettront d'aller dans le vif du sujet. Parce que quelqu'un qui a par exemple 30 ans, qui traîne dans la rue, est-ce que cette personne, on peut l'appeler enfant de rue? Quelqu'un qui a 45 ans, qui ça fait peut-être 2-3 semaines n'a pas dormi à la maison, est-ce que cette personne bénéficie du statut d'enfant de rue? Donc c'est important que nous puissions comprendre d'abord ce que ça signifie enfant et particulièrement enfant de rue. Alors monsieur Amenoudo, juriste, légalement c'est qui un enfant? D'accord, merci pour la question.
Et je voudrais dire que je suis juriste, mais bon, comme vous l'avez dit, ce n'est pas nous qui faisons la loi. Il y a des chargés qui sont les députés à qui on a délégué ce pouvoir, toute la population a délégué le pouvoir pour nous fabriquer, si je peux dire en français, parce que les normes. Et à votre question, de savoir sur la question de l'enfant, nous allons recourir au texte spécial qui est le code de l'enfant, mais également avec le code des personnes de la famille, qui, respectivement, en leur article 2 et 259, définit l'enfant comme tout être humain qui a moins de 18 ans. Et ces deux articles également assimilent le terme enfant à celui mineur. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est également un mineur, selon les deux articles. Ok, merci beaucoup, M. Alonso. Maintenant, on comprend bien qui on peut appeler enfant. Maintenant, on va lier les deux concepts enfant et enfant de rue. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre si quelqu'un, un enfant de CM2 ou bien un petit depuis Tarpanga qui nous écoute, qui nous suit actuellement, quand on parle de enfant de rue, qui peut-on appeler enfant de rue en français terre à terre? Je pense que là aussi, également par rapport toujours au code de l'enfant, il y a une distinction qui est faite selon les terminologies, que ce soit enfant dans la rue et enfant de rue. Et pour le définir, j'aurais aimé qu'on fasse un feedback pour définir d'abord même la rue, puisque le code également l'a défini. Et en son article, je pense 284, je parle du code de l'enfant, il définit la rue comme tout endroit autre que la zone familiale ou un centre d'accueil ou une institution d'accueil. Ça veut dire que dès qu'une personne se situe en dehors de ce cadre, c'est qu'il est dans la rue. Maintenant, par rapport à la notion d'enfant de rue, comme je le disais, il y a la notion d'enfant de la rue et enfant dans la rue. Ok, donc c'est différentes. Bon, il y a quand même une distinction. C'est ce que la loi me dit, parce que je pense que c'est justifié, parce qu'on ne veut pas confondre, excusez-moi, un enfant ou bien une personne qui passe une partie du temps, que ce soit la majeure partie ou une infime partie, par rapport à quelqu'un d'autre qui, tout le temps, ou bien toute la journée, tout le temps, est dans la rue. Je pense que c'est partie de ce cas qu'on a distingué les deux. Donc l'enfant de la rue, c'est celui-là qui passe tout son temps dans la rue, qui ne travaille pas et qui entretient peu ou non des relations avec ses parents ou tuteurs, et dont la rue est le cadre exclusif de ces choses de vivre. Et par rapport, je pense que c'est l'article 283 si je ne me trompe pas, et l'article 282 aussi qui définit l'enfant maintenant de la rue comme celui-là qui passe une majeure partie de son temps dans la rue, travaillant pas, et qui entretient des relations avec ses parents. Donc, de façon ramassée, pour aller terre à terre, l'enfant de rue, c'est cette personne qui est âgée de moins de 18 ans, qui passe majoritairement ou tout son temps dans la rue, ou bien dans un endroit autre que la maison ou dans un centre d'accueil, si je peux le dire. Alors, Madame Elagi, on ne vous a pas oublié. On vous réserve la meilleure des questions. Alors, dites-nous, vous êtes souvent sur le terrain, vous travaillez beaucoup avec, en tout cas, les membres de la communauté. Dites-nous, quel est l'état des lieux actuel de la situation des enfants? Si on doit prendre la température de la situation des enfants de rue, ça sera combien? 37 degrés, 38 degrés ou moins? C'est alarmante. Ah ouais. En 2015, on pouvait seulement citer 3000 enfants dans la rue. Mais aujourd'hui, en 2022, là, 10 000. On est passé de... C'est pratiquement le triple. Oui. De 3 000 à 10 000 enfants dans la rue. Donc c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Est-ce que cela veut dire que les parents deviennent de plus en plus irresponsables? Bien, c'est dû à plusieurs facteurs. On peut citer économique, financier, et facteur familial, le cadre et tout. Donc on ne peut pas indexer que voilà, c'est seulement à cause de la pauvreté que ces enfants sont dans la rue, c'est à cause de la maltraitance que ces enfants sont dans la rue, mais c'est à cause de tous ces facteurs réunis là que ces enfants là n'arrivent plus à supporter le cadre familial et quittent. Voilà.
Parce que ce pourquoi l'aspect responsabilité des parents me tient à cœur. Il y a une association avec laquelle j'ai collaboré entre-temps qui m'avait raconté un fait, parce qu'ils vont souvent sur le terrain discuter avec les enfants de rue. C'était au niveau de la plage. Ils étaient en train de... Non, plutôt le cas se produisait au niveau de la plage. C'est l'enfant de rue qui racontait le fait. Il dit, ses parents sont en vie. Son papa est en vie. Son papa travaille. Il a les moyens. Donc un jour, il était au niveau de la plage. Il voit son papa qui s'est arrêté au feu rouge avec une belle moto. Il s'approche du gars. Il appelle. Et le gars est parti. Il a vu son enfant et il a accéléré. Il est parti. Il ne voulait même pas que le petit s'approche de lui. Ce genre de papa, bon, nous ne savons pas quelle est la raison qui l'a poussé, à abandonner l'enfant, et de deux, à ne plus vouloir avoir affaire à celui-ci. Mais est-ce que ce n'est pas de l'irresponsabilité? Est-ce que l'État prend en compte ces aspects-là, peut-être pour sévir, monsieur le juriste? Non, je pense qu'il faut faire beaucoup attention à certaines terminologies. Et parler tout à l'heure de responsabilité des parents, je suis désolé pour vous, on ne saurait conclure tout à l'heure comme ça. Et là, ça m'amène à revenir un peu sur les causes, à la question que vous avez posée madame tout à l'heure. Parce que les causes de cette situation sont un peu nombreuses. Et comme elle vient de l'évoquer, on a la pauvreté. Et on a la négligence des parents. Voilà. Et je m'en souvenais qu'il y a une étude de la Direction générale de la protection de l'enfance qui a été faite en janvier 2016. Ça date un peu, mais on n'a pas encore une belle statistique, qui démontrait qu'il y a 46% représente le facteur de pauvreté des parents. Et 35% équivaut à la négligence. Et il y a aussi la séparation des parents en termes de mariage. Il y a d'autres facteurs. Aujourd'hui, on a les facteurs d'enfants dits sorciers. Et il y a beaucoup de ces éléments. Mais le dire, c'est que moi, je vais toujours de ces éléments pour parler aussi du cas des enfants même. Et si vous parcourez, je pense, l'article 251 du Code de l'enfant, il a dit que les parents ont le droit de soumettre les enfants à une discipline familiale. Seulement sous réserve de la dignité de l'enfant. Mais aujourd'hui, et déjà même dans les années 90, je pense, il y a Yves Marguerat qui estimait la déviance sociale. C'est qu'il y a une question de libertinage. Il y a les gens qui aspirent à la liberté. Et aujourd'hui, les enfants ne voulaient plus se soumettre à l'autorité parentale. Les enfants tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'un enfant soit à la maison pour qu'on lui dise, aussi, l'enfant pense que espérer que c'est de la maltraitance. Donc il y a cette question aussi qu'il faut revoir. Et si nous venons à votre situation, donc vous dites qu'un père qui a vu son enfant s'approcher de lui et qui a accéléré son engin pour partir, je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Comment un père peut voir son enfant et partir? Et poser la question, est-ce à l'enfant, c'est au feu rouge qui doit s'approcher de son père? Non, la question doit se poser. Et le dire. Ne coupe pas la parole, on va aller très rapidement. Si l'enfant a dit, c'est peut-être l'occasion là que l'enfant a, et il a vu l'enfant, l'enfant tout seul maintenant ne peut pas aller dénoncer son papa, peut-être à la gendarmerie ou au niveau de la justice pour réclamer son droit. Mais peut-être l'enfant pense que s'il voit le papa là-bas et il expose le problème, voilà, il serait sauvé. Je ne pense pas que l'acte que l'enfant a posé, déjà, l'enfant, on va dire que l'enfant a tort de pourquoi il va poser, il va vouloir le faire là-bas. Parce que quand tu essaies de faire ça, en cachette, que le papa refuse toujours de reconnaître sa responsabilité, il faut le faire publiquement pour être sauvé. Non, je pense que là, je pense qu'il est important de ne pas semer des confusions. Nous sommes là pour éduquer et faire trouver des solutions idoines et réelles. Voilà. Si l'enfant, parce que c'est l'action, vous n'avez pas pris la chance ou bien d'interroger le papa pour savoir pourquoi il a posé l'acte là. Ça aurait été équilibré et justifié d'avoir écouté le papa pour qu'il nous explique pourquoi il s'est mis à fuir quand il a vu son enfant. Ça aussi, ça lui permet, c'est-à-dire ne pas avoir la version du papa et penser que l'enfant a raison, il a fait bien, moi je me réserve. Il a raison quand même, il faut qu'il sache, c'est son papa, il a le droit, mais il faut qu'on écoute pourquoi le papa fait ça. Parce que, comme vous le dites, si l'enfant sait qu'il peut peut-être porter plainte ou bien il peut signaler son papa, il peut le faire, pas plusieurs moyens. Mais restons savoir, est-ce que le papa n'a pas essayé de faire autrement
et qu'il a refusé, si nous restons toujours dans la logique où l'enfant est tenu de respecter ses parents, et ce sont des obligations, quand on parle le code aussi de l'enfant, parce que je dis qu'il y a aussi un problème de mauvaise appréhension des concepts que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle, vous savez, de façon générale, quand on prend les droits de l'homme, il y a une mauvaise appréhension. Ce qui fait que on prend certaines parties dont on peut en faire usage pour brandir ça, alors qu'il y a d'autres qui nous contraignent aussi. On a nos droits, nous aussi on a des devoirs. Donc, sur ce plan, je pense que l'enfant, je ne peux pas me prononcer tout à l'heure, dire que l'enfant, il a bien fait, c'est son papa, mais dire que son papa mal fait, il faut que j'écoute son papa pour en savoir. Voilà. Parce que c'est ça le rôle du juge. Mais je ne suis pas juge, mais c'est ça le rôle. Voilà, il faut toujours être juriste. Les juristes peuvent toujours tuer les choses à deux volets, le côté positif tout comme le côté négatif. Donc on va écouter aussi les propos de Madame Pélagie. Parce que voilà la situation, vous êtes maman et que voilà, on te dit que c'est comme ça, ton enfant a vu papa sur la route et puis bon, voilà, voulait approcher papa et puis papa a signalé, il est parti. Alors, vous, que pensez-vous de ce acte? Bien, voilà. Quelque chose qui s'est passé, voilà. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est pour ça il a gazé, il a accéléré quand il a vu cet enfant-là. Donc, qu'est-ce que ça me fait penser en même temps? Peut-être que l'enfant-là est considéré peut-être comme un enfant sorcier, ou des fois même, il y a l'enfant où sa mère le présente au monsieur comme étant son enfant. Après des années, le monsieur se rend compte que non, ça ce n'est pas mon enfant et tout. Donc, malgré que ce n'est pas son enfant, quand il le voit dans la rue, que l'enfant dit, l'enfant peut-être ne savait pas que ça ce n'est pas mon papa, lui ce n'est pas mon papa. Donc quand il le voit, il accélère pour ne pas avoir à se souvenir de cette blessure-là. Ok, donc je pense que c'est un cas qui peut être réel. Peut-être que pour l'enfant c'est son papa, mais même pour le monsieur ce n'est pas son enfant. Il ne veut plus du tout avoir affaire à celui-ci. À ça, je pense qu'il faut ajouter, comme il vient de le soulever, il peut avoir le problème d'enfant sorcier, mais aussi avec, comme il dit, avec une publication de Jenna, un article de Jenna autrefois, il y a aussi ce concept comme quoi les enfants représentent des dangers. Parce qu'à un moment donné, ils sont tellement violents. Et qu'il y a même, parce qu'on va en arriver, il y a certains, mais quand on les amène dans les structures d'accueil, d'insertion, d'autres même en raison du temps qu'ils ont passé dans la rue, avec la liberté qu'ils ont, ils n'arrivent pas à se soumettre pour faire quoi que ce soit. Donc, avec cet aspect, je ne pense pas qu'une personne d'entre nous ici, par exemple, sur la route, au niveau, c'est-à-dire sur notre boulevard, par exemple, se voir approcher de l'un de ses enfants, qu'il faut rappeler, en Côte d'Ivoire, on les appelle enfants microbes, et en Amérique, ils sont appelés les enfants les chégus, et au Sénégal, ils sont appelés les talibis. Mais quand vous les voyez tout à l'heure, bon, on parle aussi des enfants caractériels. Il y a les small boys, comme d'autres les appellent, mais quand vous voyez ces enfants vous approchez, votre premier réflexe, surtout dans les zones de décompte, par exemple, soyons réalistes, je ne vous vois pas quelqu'un tout à l'heure rester inerte. Vous devez quand même bouger avant de se rendre compte que non, peut-être que c'est mon enfant ou bien c'est une proche. Puisque tout à l'heure, nous ne sommes pas loin, soit de vous raqueter ou de vous faire du mal. Donc, sur ce plan, je pense qu'on doit être méfiant et être réaliste et honnête. L'État qui a la force, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'autre question. Qu'est-ce que l'État fait? Parce que l'État a la force, l'État peut contraindre ces enfants-là à se caser quelque part. Je pense que l'État fait ce qu'il peut. Mais est-ce que vous voyez le feu rouge? Il y a des enfants là, parfois, quand ils s'approchent de vous au feu rouge, ils vous demandent de l'argent et vous ne leur donnez pas, ils sont frustrés. Il y en a, moi, un de mes amis, j'étais en train de conduire, lui il était derrière, quand il a refusé de donner, la petite l'a pincé. Oui, il a pincé tellement fort que le a crié. Voilà. Je pense que c'est un danger public. Oui, c'est que les gens constituent un danger. Et ailleurs, par exemple, au niveau du Sénégal dernièrement, je pense que, parce qu'il faut partie des enfants qui sont exposés ou bien qui s'adonnent à la mendicité, soit personnellement ou ils sont utilisés pour la mendicité. Voilà. Donc, la mendicité est punie, même pas le code pénal. Donc, je pense que sur ce plan, on peut les déguerpir. Mais la question ne sera pas résolue, puisque même quand on les prend, où est-ce qu'on les amène? Et les enfants, comme je le dis, des fois, quand on les prend pour des structures d'accueil, les enfants même des fois, ça dit rebrousse chemin.
Ils fuient ces enfants parce qu'ils ne sont pas prêts à se soumettre à l'autorité de personne. Donc, l'État, il y a des institutions, des cadres institutionnels, on a des institutions en place qui s'en chargent de ces personnes. On a la direction de l'enfance, la direction de l'éducation, on a une institution chargée de l'accueil des enfants qui ont subi, ou bien des enfants qui ont subi la traite. Donc, je pense que l'État fait ce qu'il peut, mais on peut quand même le faire. Et pour mieux le faire, je pense qu'on va aller avec la solution, ou bien la situation des parents. Comme on l'avait dit, parce que c'est une partie de la pauvreté des parents qui le fait. Et comme l'avait dit même le code de l'enfant même, obliger même l'État à assister les parents dans ce sens. Voilà. Parce que si nous parcourons les actes d'assistance sociale ici, il devait avoir, parce qu'il a dit que l'État devait accompagner les parents d'enfants ou les responsables d'enfants à assurer une meilleure protection avec l'aide à la nutrition, même à l'habillement et tout. Donc l'État aujourd'hui, on peut dire, quand on connaît le cas au niveau de l'éducation, où on a le système au niveau du primaire qui est, je peux dire, gratuit, ça rentre de l'un des méthodes, mais alors que c'est pas seulement l'éducation, c'est suffisant. Donc moi je dis que l'État c'est une obligation pour l'État d'accompagner. Il faut qu'on ait un système qui puisse nous permettre, pour un parent qui a des enfants, on ne dit pas qu'on va vivre que de ça, mais qu'on ait une politique qui soutient les parents. Financièrement, ça il faut être honnête. Non, on ne va pas évoquer le cas de la France et être ici parce que c'est le jour et la nuit. Et chacun avec son niveau et ses moyens. Nous ne nous en voulons pas, mais je pense qu'on peut faire mieux. Il faut qu'on parvient à avoir une politique. Et ça, je le dis, il faut que nous soyons humains. Parce que je vois que, par exemple, si nous prenons le président de la République, ou la première ministre, ou le président de l'Assemblée nationale, par exemple, je pense que ce sont des gens qui sont disposés peut-être pour faire mieux, mais il y a des gens dans l'ordre qui disent, mais quand on a mis certains pays, non, laissez-la, parce qu'il y a des gens qui ont déjà l'accès, ils ont les moyens nécessaires, et ils s'en foutent des autres. Donc, on peut aller à une politique de soutien à ces familles, on est combien ailleurs, et par exemple, si nous prenons le cas de la France, quand nous prenons le taux de chômage, on nous parle de 6%, je pense. Alors que vu leur population qui sont, je pense, dans les vingtaines de millions, divisé, c'est-à-dire nous sommes que 8 millions. Voilà. Si on le divise par 8, ça veut dire que nous ferons le 2% de leur taux de chômage. Et là, ça devrait quand même aider. Il faut avoir une politique de soutien, c'est-à-dire une politique financière. Il faut qu'on soutienne les parents. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne vois pas un parent qui a les moyens de laisser son enfant aller errer dehors. Parce que nous tous, nous avons été enfants. Nous avons passé par là et on ne souhaite pas voir nos enfants errer dans la rue. Maintenant, sous réserve que l'enfant aussi accepte se soumettre à l'autorité parentale. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des enfants dont leurs parents, comme vous venez de le dire, travaillent, ils sont bien. Mais les enfants ne veulent pas se soumettre à l'autorité parentale. Et moi, à chaque fois, je le dis, je ne suis pas du tout d'accord. Et s'il y a un travail à faire, il faut que nous commencions à éduquer les enfants pour leur faire comprendre que non, vous êtes des enfants, c'est une étape de la vie. Il faut passer par là et il faut vous soumettre à l'autorité des parents pour qu'on ait une vie harmonieuse et prospère. Merci beaucoup. Et nous allons donner la parole. Il nous reste 3 minutes. On va les rater. Non, on va pas le donner. Il nous reste 3 minutes pour continuer. Oui. Maintenant, elle a 1 minute. Maintenant, madame, étant maman, tu es la reine parmi nous ce soir. On vous donne la parole. Si vous étiez à la place des autorités, que pouvez-vous faire concrètement pour freiner ce fléau? C'est-à-dire, les enfants de rue là deviennent de plus en plus un problème, un danger public. Si vous étiez, on vous donne aujourd'hui le pouvoir que bon, voilà. Quelle date de votre décision? Ou bien vos préoccupations, ou bien vos mots pour qu'on arrive à terme à ce problème? Déjà, c'est pas comme s'ils ne le faisaient pas. Ils le font déjà. Il y a des directions préfectorales. Il y a à leur distance, quand tu appelles immédiatement, ils viennent à la rescousse de ces enfants-là. Donc, si on donne le pouvoir d'aider ces enfants-là, là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de faire un sondage et connaître les besoins spécifiques de chaque enfant. Ils sont dans la rue pour différentes causes. Donc, maintenant, à partir de cette cause-là, les ramener à la raison. D'autres sont là parce que c'est les parents qui sont méchants, d'autres sont là parce que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas écouter leurs parents, d'autres sont là parce qu'il n'y a pas à manger, et même d'autres qui sont là et puis
tu vas les voir toute la journée dans la rue, mais le soir, vont rentrer à la maison pour aller se coucher quand même. Donc, quand tu les vois, tous les jours, tu le vois dans la rue, tu penses que c'est un enfant de rue, alors que non. Cet enfant-là a refusé de rester à la maison, de faire ce que ses parents lui disent, mais rentre quand même à la maison le soir. Donc, quand on prend en charge tous ces enfants-là, je pense que ça peut améliorer. Oui, ça peut améliorer. Merci beaucoup, Pélagie. Monsieur Amenudo, en 30 secondes, un mot magique. Un mot magique qui pourrait faire changer les choses. Deux mots. Pour dire l'État de venir en aide financièrement aux parents. Deux, aux enfants, soumettez-vous à l'autorité parentale. Et ne cherchez pas à être en libertinage. Écoutez vos parents, soumettez-vous, et je pense que la situation ira mieux. Très bien, merci beaucoup. Chers parents, cherchez de l'argent. Cherchez de l'argent. Merci. Ok, super. Je vais vous demander en tout cas 3 choses. Les parents doivent travailler dur pour gagner de l'argent afin de mieux éduquer leurs enfants. Parce que donner de l'argent, ou bien dans l'éducation, il y a également le fait de prendre soin de son enfant. Donc c'est très important. Et j'ai également compris que les enfants doivent mettre la différence entre la liberté et le libertinage. C'est très important. Le libertinage, ce n'est pas la liberté. C'est l'extrême même d'ailleurs. C'est très important. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire l'amalgame entre le libertinage et la liberté. Voilà. Valentin? Bon, moi je... 2 secondes. 2 secondes. Je remercie les associations, les centres enseignants qui font déjà un grand travail. Il faut les encourager à faire mieux. Et maintenant, à nous qui sommes jeunes et qui n'ont pas encore de femme ou bien de mari, on ne demande pas de faire... Tu n'as pas encore de mari? De femme. Donc, ok, vas-y. Donc, ce n'est pas forcément de mettre un enfant au monde sans que tu n'as pas les moyens. Parce que toi-même, tu traverses des moments difficiles. C'est difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Alors ce n'est pas forcé. Si nous avons les moyens, on peut en faire. Si nous n'avons pas les moyens, alors n'amenons pas l'enfant de quelqu'un dans des problèmes. Super, merci beaucoup à nos invités. D'abord, M. Kolani Lehman, qui est juriste spécialisé sur la question environnementale, qui nous a entretenu sur la situation actuelle du pays, notamment la vie chère. Nous espérons que les recommandations qu'il a soulevées seront prises en compte par nous autres. C'est quelqu'un qui est très écouté par sa communauté et nous espérons que l'État aussi l'écoutera pour en tout cas améliorer la situation de la vie chère dans notre pays. Merci beaucoup à M. Amenudo Kwadovi, juriste au centre juristes sociaux, et à Andy Hardy qui travaille sur la question handicap automatique contemporain. En tout cas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on reviendra dessus. Thématique contemporaine. Voilà. Merci beaucoup également à Madame Pélagie Amédée Tognon. Pour quelqu'un est bon, c'est ça? Voilà, Amédée Tognon, elle est technicienne en travail social. Et en tout cas, on reviendra également sur. J'avais voulu comprendre mieux, mais bon, une autre fois. Merci en tout cas d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet très important. Nous espérons que les parents nous ont écoutés, que les parents ont tiré le meilleur du message qui a été partagé avec vous ce soir. C'est très important de travailler dur afin de gagner de l'argent pour mieux prendre soin de sa famille, de sa femme. C'est aussi important. C'est la femme qui aide l'homme à mieux éduquer les enfants. Et quand la femme n'est pas épanouie au foyer, c'est compliqué pour elle de pouvoir soutenir son mari pour mieux prendre soin, pour mieux éduquer les enfants. Donc, chers parents, travaillez dur afin de mieux éduquer vos enfants. Chers enfants, nous ne sommes pas épargnés. Nous devons faire le nécessaire pour mettre la différence entre la liberté et le libertinage. Les droits de l'homme ne nous poussent pas ou ne nous autorisent pas à être au-dessus de nos parents. Pour ceux-là qui sont chrétiens, la Bible dit, parents, enfants d'abord, enfants, obéissez à vos parents afin que tu puisses durer longtemps sur la terre. Mais aussi les parents, la Bible a dit, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.